Alors nous sommes confrontés aujourd'hui à une crise de sens dans nos sociétés. Nous nous demandons où va l'économie, nous nous demandons où va notre avenir d'un point de vue écologique. Nous nous demandons même où vont nos vies au niveau du quotidien. Comment réussir à joindre les deux bouts, comment réussir à avoir un emploi, comment réussir à élever sa famille dans le contexte économique actuel. Or, dans le monde entier, on a depuis une quarantaine d'années des acteurs qui ont innové absolument dans tous les secteurs, dans tous les domaines, et qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient citoyens ou qu'ils soient des territoires. Et on a des exemples absolument étonnants de nouveaux modèles économiques, de nouveaux modèles de production de nos matières, de nos objets, de satisfaction de nos besoins, énergie, eau, épuration de nos déchets, qui amènent des solutions à toutes ces crises dont je viens de parler. Cette économie, si on en comprend la cohérence, si on fédère ces nouveaux modèles qui sont éparpillés comme un puzzle aurait ses pièces éparpillées dans la pièce, quand on rassemble les pièces du puzzle, on s'aperçoit qu'elles forment une économie de type symbiotique, c'est-à-dire une économie qui couple notre activité, l'activité humaine, avec la croissance des écosystèmes, la croissance écologique et la résilience des liens sociaux, c'est-à-dire la qualité de notre vie sociale. Ça, c'est un tout nouveau paradigme, c'est une vraie nouvelle voie d'avenir et on n'a jamais pensé comme ça l'économie. Aujourd'hui, avec tous les développements qu'ont fait les acteurs à travers le monde, on sait faire plein de choses de manière écologique. On sait par exemple épurer nos déchets, nos eaux usées avec des jardins dans lesquels vous pouvez vous balader et qui en même temps épurent vos eaux usées. On peut faire des matériaux de construction à partir de ressources renouvelables. Le bois. Un arbre, quand il atteint 40 mètres de haut, il a dû trouver l'intelligence matériaux pour pouvoir être rigide, pour pouvoir être solide, mais aussi pour pouvoir être isolant, parce que sa sève, elle est exposée à la chaleur de l'été comme au froid de l'hiver. Donc la nature, le vivant, a des matériaux de pointe qu'il a déjà développés depuis 3,5 milliards d'anneaux de recherche et de développement. Depuis 3,5 milliards d'années, il doit assurer ses besoins de nourriture, d'assainissement de ses déchets, d'approvisionnement en eau, d'isolation, tous les besoins que nous avons, nous, société humaine. Et la grande révolution aujourd'hui, c'est qu'on s'aperçoit qu'on peut implanter des écosystèmes qui savent filtrer les eaux, qui savent nous nourrir, qui savent nous produire des matériaux autour de nous et alimenter notre production. Et au plus près, lorsque vous faites une centrale d'épuration, où vous devez aller chercher les métaux qui viennent du bout du monde pour faire les armatures métalliques, le sable, le ciment pour faire les murs, et ensuite trouver l'énergie pour l'alimenter, le végétal fabrique sa matière, canalise lui-même son énergie et en plus produit des paysages. Ni vous ni moi ne savons faire ça. Personne sur la planète. Il n'y a que les végétaux parce qu'ils ont la photosynthèse, ils savent produire de la matière et des fonctions par eux-mêmes grâce à leur code génétique qui peuvent le faire. Ça, c'est une révolution parce qu'elles peuvent produire nos molécules très intelligentes pour la santé, pour le soin, pour la beauté, pour les cosmétiques, pour la chimie. Elles peuvent produire des matériaux de construction, de biens de consommation et toutes les fonctions nécessaires à notre société. Quand vous végétalisez un toit, vous amenez une biodiversité, mais vous isolez votre toit des amplitudes thermiques, donc de la chaleur, du froid, et même phoniquement. Voilà, ça c'est la puissance des écosystèmes. Ensuite, ce qui est arrivé de nouveau aussi ces 40 dernières années, c'est le mode d'organisation des acteurs. Jusqu'ici, on était dans un paradigme, dans une vision du monde, qui est une planète infinie, des ressources illimitées, et l'homme au-dessus de tout ça. En fait, l'homme pas touché, qui puise, et qui pourra puiser à l'infini et rejeter à l'infini. En fait, on est dans un Spoutnik. On est dans une capsule où les ressources sont finies et où les déchets se retrouvent même dans notre sang. On a tous des déchets plastiques aujourd'hui, comme du bisphénol A, qui est une molécule plastique à la base, dans notre sang. Voilà.
Donc la dernière poubelle, c'est nous. On se rend compte qu'on est dans un univers extrêmement fermé. Et les acteurs ont inventé dans le monde des modes d'organisation qui sont complètement différents. Au lieu de prélever, d'utiliser, de jeter, ils se sont dit, eh bien collaborons ensemble parce que je m'aperçois que tes déchets sont mes ressources. Je m'aperçois que la vapeur d'eau que tu rejettes, en fait j'en ai besoin. À quoi ça sert que j'utilise de l'énergie pour produire ma vapeur d'eau si toi tu en rejettes et tu la considères comme un déchet? Et ça, non seulement ça crée un mieux-être écologique, on impacte moins, puisqu'on a moins, on va chercher les déchets comme des ressources, mais en plus ça crée du flux économique entre les acteurs. Les acteurs, l'un vend ses déchets, donc ça lui fait du chiffre d'affaires en plus, et l'autre pour qui c'est une ressource qu'il allait chercher parfois au bout du monde, ça lui fait une source d'économie substantielle. Voilà. En plus, ça crée du lien social. Ça crée du lien social parce que les acteurs doivent échanger entre eux, doivent trouver les modes de gouvernance. Et cette logique, on la retrouve dans beaucoup de modèles de l'économie sociale et solidaire. C'est la même logique qu'on retrouve par exemple dans les AMAP, vous savez, ces associations où des producteurs et des consommateurs se mettent à collaborer ensemble pour que le producteur puisse avoir de la trésorerie suffisante pour, il a sa récolte payée d'avance pour pouvoir produire, et les consommateurs ont en retour des produits frais de saison et toute l'année, chaque semaine, ils ont un panier. Voilà. C'est exactement, et ces logiques-là, on les retrouve en énergie, en agriculture, en consommation pure. On a une économie du partage, par exemple, où les acteurs se mettent en collaboration pour tout à coup échanger leur maison. Et puis se prêter leur voiture, et puis, ou se prêter leur mobilité, comme le covoiturage. Ah ben je m'en vais à tel endroit, est-ce que quelqu'un serait intéressé par ce voyage? Non seulement l'acteur gagne de l'argent, parce qu'il peut monnayer son service de covoiturage, mais en plus ça ne fait plus qu'une voiture sur la route au lieu de deux. Voilà. Toutes ces logiques-là, lorsqu'on les associe, on obtient un système qui prend ses ressources d'abord dans les écosystèmes, mais qui dépendent d'une qualité des écosystèmes où on n'exploite pas les écosystèmes. Quand vous purifiez l'eau par un jardin, vous avez le jardin, vous ne détruisez pas le jardin pour purifier l'eau. Au contraire, le jardin doit être extrêmement en bonne santé et d'une grande biodiversité pour pouvoir fonctionner. Donc comme vous exploitez la qualité, la fonction qui sort de l'écosystème, qui dépend de sa qualité, vous êtes obligé d'avoir des écosystèmes de qualité. Et lorsque vous avez avec ça la collaboration des acteurs, vous avez une économie qui fonctionne, qui multiplie les circuits courts entre les acteurs économiques, qui multiplie le lien social, qui multiplie la relocalisation de la richesse, même si elle reste complètement ouverte à l'extérieur, et qui du coup favorise les liens sociaux. Et bien ça forme une économie symbiotique, et elle est en émergence absolument partout dans le monde. Toutes ces solutions qui émergent dans le monde et surtout qui frappent par leur cohérence, mettant toujours en collaboration les acteurs, allant chercher leur matière d'abord et leur fonction d'abord par les services rendus par les écosystèmes, eh bien ça nous apporte un nouvel imaginaire en fait, une nouvelle façon de penser l'économie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on s'est toujours dit comment diminuer l'impact de l'homme sur la planète, comment assurer nos besoins en prélevant assez peu sur la Terre pour pouvoir être durable. Eh bien, ces acteurs, ce qu'ils montrent, c'est qu'ils produisent, et parce qu'ils produisent, et en utilisant ces techniques, ils restaurent les sols, ils restaurent les forêts, ils restaurent les paysages, ils remettent du végétal, des arbres, des plantes, ça peut être des coquelicots, ça peut être des lys, ça peut être des plantes tout à fait locales dans la ville qui vont être fonctionnelles. Et c'est une façon de voir où on se dit, ça révèle un nouveau potentiel en fait, un nouveau potentiel de l'humain qui est capable de mettre sa puissance d'organisation, une fois qu'il comprend les mécanismes, à favoriser le vivant parce qu'il se réintègre lui-même dans ces mécanismes écologiques, mais il réintègre également les mécanismes écologiques
comme des facteurs de production de son industrie et de sa société. Et du coup, les deux se mettent à converger et à croître ensemble. C'est une toute nouvelle façon de voir la satisfaction de nos besoins et que l'on n'a jamais eu dans nos sociétés pyramidales depuis l'invention de l'agriculture depuis environ 10 000 ans. C'est-à-dire que ce qui naît aujourd'hui est, de mon point de vue, une innovation absolument majeure.